Donc je m'appelle Lucas Gontier, je suis ingénieur machine learning chez Wallaxy et ensemble, on va parler de stratégies pour réussir l'intégration d'IA générative dans les SaaS. Alors avant, petite intro, le marché de l'IA générative, c'est 740 milliards de dollars d'ici 2030, des revenus estimés à 28 milliards d'ici 2027 et plus de 75% des SaaS qui ont lancé ou développent actuellement une offre d'IA générative. À ça, on peut rajouter qu'entre 2017 et 2018, il y a plus de 80% des projets en IA et data qui sont un échec. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas pour l'IA générative. D'où l'intérêt de réfléchir à comment on peut bien intégrer ces solutions. Un système de GenAI, il est principalement composé de 3 couches. La première couche, ça va être une couche d'infrastructure. C'est là où on va rouler notre modèle, c'est là où on va faire le serving, la gestion des ressources, le monitoring, etc. Pour ça, on a 2 solutions. Soit on passe par un provider, là on va venir déléguer l'infrastructure au provider, ou on va passer par une solution d'auto-hébergement. Là, on va être le chef d'orchestre de l'infrastructure. Un provider, c'est facile à utiliser. Souvent, c'est une API, un SDK. Prototypage rapide, bas coût pour une faible utilisation. En revanche, on a une mauvaise confidentialité des données. Ça sort et ça va chez le provider. Ça peut coûter cher à forte utilisation et c'est peu customisable. Une solution auto-hébergée, ça a un bon rapport coût-efficacité à l'échelle. Ça a une bonne confidentialité des données et c'est entièrement customisable. Par contre, ça demande une expertise en infrastructure et en machine learning. Ça peut prendre du temps à mettre en place et ça a un mauvais rapport coût-efficacité à faible utilisation. Donc entre les deux, entre le provider et l'auto-hébergement, quelle est la meilleure solution? Il n'y a pas vraiment de meilleure solution, ça va plutôt dépendre de notre cas d'utilisation. Si on fait une preuve de concept, un MVP ou qu'on est à bas trafic, un provider, ça va être quand même beaucoup mieux. Ça coûte moins cher pour développer ou quand on est à bas trafic et on peut vraiment se concentrer pleinement sur le développement de notre solution de GenAI. Par contre, si on commence à avoir des problèmes, par exemple pour passer à l'échelle, ou qu'on veut une solution qui est beaucoup plus customisable, là il faut réfléchir à une solution d'auto-hébergement. La deuxième couche d'un système de GenAI, c'est la couche qui va beaucoup plus nous intéresser. C'est la couche où on va venir développer vraiment notre solution. Donc c'est tout ce qui va être prompt engineering, RAG, etc. Quand je parle de GenAI, je parle principalement de Large Language Model, LLM, parce que c'est là où on a le plus d'expérience, le plus de recul. Donc LLM, c'est des modèles qui possèdent un nombre de paramètres de l'ordre du milliard ou plus. Pour commencer, il faut choisir un modèle, ou plusieurs modèles selon notre cas. On peut vite être perdu, il y a des centaines de modèles, des milliers, et il y en a qui sortent toutes les semaines. Les benchmarks, ils changent, les leaders du marché, ils changent. Donc une idée, ça pourrait être de se dire qu'on va prendre les modèles les plus performants, qui sont souvent aussi les modèles les plus larges, comme Gemini Ultra, GPT-4.0. Ça peut être une idée. Souvent, ça va être un dilemme entre grands modèles et petits modèles. Comme on l'a dit, grands modèles, souvent c'est les meilleures performances. Petits modèles, c'est moins bonne performance, mais c'est plus rapide et c'est moins coûteux. Donc ça va être selon votre cas d'utilisation. En revanche, partir sur un grand modèle, ça vous permet de faire une preuve de concept. C'est-à-dire que si ça marche avec un grand modèle, on va pouvoir venir itérer avec des plus petits modèles qui sont peut-être un peu moins performants jusqu'à atteindre notre point d'acceptabilité en termes de latence, en termes de coût, en termes de performance. En revanche, si ça ne marche pas avec un grand modèle, il y a peu de chances que ça marche avec un petit modèle. Donc c'est plutôt pas mal de commencer par là. Si ça nous tient énormément tout ce qui est rapidité, que ce soit plus coûteux, donc tout ce qui va être par rapport à des petits modèles et que les performances ne sont pas là, il va falloir utiliser des techniques qui sont un peu plus sophistiquées, qu'on va voir ensemble juste après. Pour agir sur un modèle, on va agir sur de l'ambition. Donc il y a 2 types d'ambition. Il va y avoir la première ambition qui est la connaissance. Et la deuxième ambition, c'est le comportement. Avec la connaissance, cette première ambition, le but, ça va être d'ajuster la connaissance du modèle à laquelle il a accès. Donc pourquoi on voudrait faire ça? Donc il y a plusieurs cas. Ça peut être pour avoir des informations qui sont à jour. Un modèle, il est entraîné avec certaines données. Ce n'est pas forcément les données qui sont les plus à jour. Donc ça peut être un cas d'utilisation. Ça peut être aussi pour avoir un fondement factuel. Un LLM, il est entraîné souvent avec des données qui sont de mauvaise qualité. Donc ça peut être les données Twitter. On sait que Twitter, par exemple, ce n'est pas une très bonne source d'information. Donc quand on a besoin d'un système qui a besoin de choses qui sont factuellement vraies, il nous faut ce genre de système, donc ajuster la connaissance. Ça peut être aussi pour ajouter de la pertinence contextuelle. Ça s'est prouvé un peu empiriquement. Quand on ajoute du contexte à notre modèle, il va être plus performant, il va générer des meilleurs résultats.
pour ça, on a une technique, on a plusieurs techniques, mais la plus performante de manière générale, ça reste le Retrieval Augmented Generation, ou plus simplement appelé RAG. Pour expliquer rapidement comment ça fonctionne, on a une source de connaissances, et pour chaque requête, chaque demande qu'on va vouloir faire au modèle, on va venir enrichir cette requête avec les informations les plus pertinentes dans notre source de connaissances. Pour faire un parallèle, c'est un peu comme si j'avais un devoir à faire, je vais à la bibliothèque, je demande à la bibliothécaire les informations les plus pertinentes, elle sait où se trouve chaque information, elle va me les chercher et je peux l'utiliser pour remplir mon devoir. Ça, c'était l'ambition numéro 1, le comportement. La deuxième ambition, la connaissance, pardon. La deuxième ambition, c'est le comportement. Là, on va vouloir venir ajuster le comportement du modèle pour un cas d'utilisation spécifique. Alors pourquoi on veut faire ça? Pour comprendre pourquoi on veut faire ça, il faut d'abord comprendre comment sont construits ces modèles de langage CLLM. CLLM, comme on l'a dit avant, ils sont construits avec des données de très mauvaise qualité et en très très grande quantité. Ça peut être toutes les données d'Internet, les pages Wikipédia, les pages Twitter, les pages Reddit, etc. Donc ce n'est pas souvent les données les plus qualitatives. Le processus pour construire ces modèles, il va être assez simple. On va les optimiser pour la complétion de texte. Si je dis au modèle être ou ne pas, je m'attends à ce qu'il réponde être. Donc ça va être le processus sur toutes ces données en très grande quantité et de basse qualité. Le résultat, c'est quoi? C'est un modèle qu'on appelle modèle pré-entraîné. Donc il y a des exemples GPT-3, Falcon, Llama, Bloom, vous avez peut-être déjà entendu parler. Le problème de ces modèles, c'est qu'ils ont une limite. Et la limite, elle vient du processus d'entraînement qu'ils ont subi, c'est-à-dire la complétion de texte. Si je dis à mon modèle comment faire une pizza, il pourrait compléter la phrase en me disant « pour 6 personnes ». C'est une complétion de texte qui est totalement valide. Il pourrait aussi continuer l'interrogation et me dire combien d'ingrédients j'ai besoin. Ou alors, il pourrait me dire « voici la recette pour une pizza ». Moi, en tant qu'utilisateur, quand je dis au modèle comment faire une pizza, j'ai envie qu'il me dise comment on fait une pizza. Donc la complétion numéro 3. C'est là que le comportement va intervenir. On va modifier le comportement du modèle pour l'orienter vers ce qu'on veut faire. Ici, la complétion numéro 3. Donc pourquoi on veut faire ça? Parce que le modèle n'est pas adapté spécifiquement pour notre tâche. Donc pour faire ça, on a plein de techniques, de prompt engineering notamment. Donc on va avoir du zero-shot prompting, du few-shot prompting. Rapidement, qu'est-ce que c'est? Le zero-shot prompting, c'est quand on va demander de produire quelque chose au modèle sans lui fournir d'exemple. Si je dis à un modèle, classe le texte en neutre, négatif ou positif, je lui donne le texte. Ce film était passionnant, j'ai adoré, je m'attends à ce qu'il réponde positif. Le few-shot prompting, cette fois-ci, on va lui fournir des exemples de résultats attendus. Classe le texte en neutre, négatif, positif, je lui donne une série de textes avec les sentiments associés, et le dernier texte, je m'attends à ce qu'il réponde en fonction des exemples que je lui ai proposés avant. Donc avec ça, on vient modifier le comportement de notre modèle. Le problème avec ces techniques, c'est qu'on va atteindre un point de comportement qui n'est pas satisfaisant quand on a des cas qui peuvent devenir complexes. Par exemple, si je veux créer un chatbot médical. Un chatbot médical, ça peut être utile pour alléger les urgences, les systèmes hospitaliers, etc. À ce chatbot, je lui dis que je me sens très fatigué et j'ai soif tout le temps. Il pourrait me faire une complétion naïve et me dire que cela commence à affecter ma routine quotidienne. Ou alors il comprend que c'est une conversation et il va me dire « vous devriez aller dormir et boire de l'eau ». Bon, on a vu mieux comme conseil, je pense qu'un enfant de 5 ans m'aurait dit la même chose. On va pouvoir modifier ce comportement plus loin que du prompt engineering avec d'autres techniques comme le supervised fine-tuning ou fine-tuning supervisé ou en français l'ajustement supervisé. Avec ça, on vient toucher la dernière couche d'un système de Gen AI, c'est le développement du modèle. Alors là, il ne s'agit pas de développer un modèle de zéro, ça on va laisser le faire à Facebook, Meta, OpenAI, etc. On va plutôt utiliser ce qu'ils font. Ici, nous, l'intérêt il va plutôt être d'ajuster le modèle, de le modifier légèrement pour qu'il réponde exactement à notre cas d'utilisation. Et on va faire ça avec le fine-tuning supervisé. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une technique d'entraînement dans laquelle on va prendre un modèle pré-entraîné, donc pré-entraîné complétion de texte, et on va l'ajuster sur un ensemble de données annotées. Et donc l'objectif, ça va être d'améliorer la performance du modèle pour une tâche spécifique. Par exemple, mon chatbot médical. J'ai un modèle pré-entraîné. À la complétion de texte, je prends des données de démonstration. Ces données de démonstration, c'est des données qui sont de très bonne qualité, c'est vraiment important. Ça consiste, ces données, en réponse prompt.
Le processus de fine-tuning supervisé, il est assez simple. Je vais, pour un prompt donné, optimiser mon modèle pour qu'il donne la réponse correspondante. Donc d'où l'intérêt d'avoir des données de bonne qualité pour avoir des réponses de bonne qualité. Donc je vais faire ça sur des dizaines, des centaines de milliers de données. Et le résultat, c'est un modèle qui est fine-tuné avec supervision, on peut l'abréger par SFT modèle, et qui est spécifiquement construit, fine-tuné pour mon cas d'utilisation. Donc des modèles qui sont passés par là, vous en connaissez tous, ChatGPT, ou InstructGPT, donc qui a été fait par OpenAI aussi. OpenAI, pour s'assurer que InstructGPT était exposé à des données de bonne qualité, ils se sont assurés du niveau d'éducation des gens. Donc voilà, petite information. Ils se sont assurés qu'il y avait 36% de master, BTS, licence au moins 52% et 10% du lycée. Un exemple de données qui a été collectée à ces personnes. Quelle est la cause de la double anxiété dans notre poitrine, de la boule d'anxiété, pardon, dans notre poitrine lors d'expériences stressantes ou décourageantes? La boule d'anxiété dans la gorge est causée par la tension musculaire qui maintient la glotte dilatée pour maximiser le flux d'air, etc., etc. Ça, c'est probablement une personne qui a un cursus en biologie ou médecine, mais c'est le genre de réponse de qualité qui nous permet d'avoir un modèle qui répond exactement à notre cas d'utilisation. Donc le résultat, c'est quoi? OpenAI, ils ont comparé ce modèle InstructGPT, qui a été fine-tuné avec supervision, à GPT-3, un autre de leurs modèles, qui n'a pas été fine-tuné avec supervision. Explique l'alunissage à un enfant de 6 ans en quelques phrases. L'alunissage, c'est l'atterrissage sur la Lune. GPT-3, sans fine-tuning avec supervision, a répondu « Explique la théorie de la gravité à un enfant de 6 ans, explique la théorie du Big Bang à un enfant de 6 ans, explique l'évolution à un enfant de 6 ans. » Donc là, il y a un schéma qui peut paraître logique pour lui, mais qui n'est pas ce qu'on veut nous. InstructGPT, lui qui a été fine-tuné pour l'instruction, a très bien compris l'instruction et a répondu « Des gens sont allés sur la Lune, ils ont pris des photos de ce qu'ils ont vu et les ont envoyés sur Terre pour que nous puissions les voir. » Donc ça, c'est la puissance du fine-tuning supervisé. Si je reprends mon exemple du chatbot médical, je passe d'une information qui ne me sert à rien à « vous pourriez avoir des symptômes de diabète, il serait sage de vérifier votre glycémie ». Donc je suis déjà quand même beaucoup plus avancé sur ma condition et sur ce que je dois potentiellement faire. Mais on peut aller encore plus loin. Là, j'ai une réponse qui correspond à mon cas d'utilisation déjà, donc c'est mieux. Par contre, est-ce que c'est la meilleure des réponses? Pour un chatbot médical, il me dit que j'ai peut-être des symptômes de diabète et qu'il serait sage de vérifier ma glycémie. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est quand même une réponse de plus de qualité. Est-ce que je dois aller dans un laboratoire? Est-ce que je dois avoir un médecin? Ma condition, il ne me dit pas grand-chose dessus quand même. Donc j'aimerais presque dire au modèle, donne-moi une réponse de meilleure qualité. Ben, c'est ce qu'on va faire avec l'apprentissage par renforcement avec retour humain, ou en anglais, Reinforcement Learning from Human Feedback. Le principe, il est assez simple à comprendre. On va simplement utiliser le retour humain pour orienter notre modèle à ce qu'il soit meilleur pour des retours humains, enfin pour nous, pour des humains. Donc concrètement, on a notre modèle fine-tuné avec supervision, notre SFT modèle. On a les données de comparaison. Alors les données de comparaison, c'est des données de prompt réponse, donc comme avant, sauf que cette fois-ci, ces réponses, elles sont labellisées par les humains, donc bonne ou mauvaise réponse. Ça peut être les utilisateurs des SaaS, par exemple. Ces données, on va les utiliser pour entraîner un tout nouveau modèle qu'on appelle le modèle de récompense. Ce modèle de récompense, il a un seul but, c'est dire si une réponse est bonne ou mauvaise. On va utiliser des prompts, et le processus, il est simple. On reprend notre modèle SFT, qui a été fine-tuné avec supervision, et le but, c'est que pour chaque réponse qu'il donne, le modèle de récompense va lui dire c'est une bonne réponse, c'est une mauvaise réponse. Le SFT modèle va comprendre et va prendre en note cette information. C'est un peu comme un professeur qui dit à un élève c'est pas bon l'exercice que tu as fait, l'élève le refait, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il va s'améliorer, et à la fin, il va devenir un très bon élève qui sait faire tous les exercices, du moins qu'il y a des bonnes réponses. Et nous, c'est un peu le même principe. Le modèle final, c'est un modèle qui a les réponses de qualité maximale selon le modèle de récompense. Donc c'est un peu l'objectif. Vous connaissez aussi des modèles qui sont passés par ce genre de processus.
ChatGPT, pareil, InstructGPT. ChatGPT, peut-être que vous êtes déjà tombé dessus, il vous propose 2 réponses. Vous devez choisir la réponse qui vous plaît le plus. Ben, en faisant ça, la réponse que vous sélectionnez, c'est la bonne réponse. Et la réponse que vous ne sélectionnez pas, c'est la mauvaise réponse. Et comme ça, on aide OpenAI à améliorer leur système. Si je reprends mon exemple du chatbot médical, je passe un détail un peu de ma condition avec un conseil à quelque chose de beaucoup plus détaillé. Ces symptômes peuvent être liés au diabète ou à d'autres conditions. Je vous conseille de faire un test de glycémie et de consulter un médecin pour écarter d'autres possibilités comme la déshydratation ou un problème de thyroïde. Voulez-vous de l'aide pour trouver une clinique à proximité? Donc là, j'en sais plus sur ma condition. J'ai un conseil, c'est d'aller voir un médecin, de faire un test de glycémie, et il m'aide même à trouver une clinique à proximité. Donc c'est quand même une réponse qui est beaucoup plus qualitative. En tant qu'utilisateur de SaaS, je suis beaucoup plus satisfait, et un utilisateur de SaaS satisfait, c'est cool. Ok. Donc ça, c'est le genre de système qu'on rêve d'avoir à terme. Le fine-tuning supervisé. Donc la première transformation qu'on a faite. On a modifié le comportement du modèle pour qu'il réponde exactement à notre cas d'utilisation. Ça, le fine-tuning supervisé, avant, c'était assez complexe à faire quand on n'avait pas trop de connaissances. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être ingénieur avec des années d'expérience pour pouvoir faire ça. Ça, c'est toujours mieux, ça aide quand même, mais les providers, ils vont vous aider à mettre ça en place. Souvent, vous pouvez regarder sur leurs API, c'est possible de le faire, donc OpenAI, TogetherAI, etc. En revanche, l'apprentissage par renforcement avec retour humain, là, ça demande un peu plus de travail. C'est plus quelque chose qu'on va viser quand notre SaaS il a décollé. Pourquoi j'en parle quand même? Parce que déjà, c'est cool de savoir comment ça marche et ce qu'on peut faire potentiellement après. Et de 2, il y a une chose qui est très importante ici, c'est la donnée. On passe beaucoup de temps à parler des meilleurs modèles, GPT-4o, Llama 3, etc. Mais il y a un truc qui est essentiel, c'est la donnée. Sans la donnée, ces modèles, en fait, ils ne seraient pas là. Et c'est pareil quand on veut améliorer ces modèles dans notre propre système, la donnée elle est extrêmement importante. Que ce soit de la donnée de démonstration qui doit être de la donnée de très bonne qualité, ou la donnée de comparaison qui sont des retours humains, cette donnée elle est primordiale. La donnée elle est la clé pour toute bonne solution IA. Ce qui m'amène à parler du dernier point, l'observabilité des LLM. L'observabilité des LLM, c'est la visibilité complète de chaque couche d'un système logiciel basé sur un LLM. C'est hyper important de savoir tout ce qui se passe dans le système. Que ce soit des retours utilisateurs, donc comme OpenAI fait les 2 choix. Ça peut être simplement un pouce vers le haut, un pouce vers le bas sur lequel appuie l'utilisateur. Ça peut être des annotations, ça peut être de la gestion de prompt, ça peut être du tracing, des métriques business, des métriques directement liées au LLM, c'est hyper important. Par exemple, à Wallaxy, donc on fait de la prospection, d'automatisation de la prospection, on a un outil qui permet de générer des messages de prospection avec une IA. Donc comme ça, il n'a pas besoin de le faire l'utilisateur. On peut très bien utiliser le taux de réponse des messages des prospects pour venir améliorer notre modèle et qu'on n'ait que des messages qui soient avec des hauts taux de réponse. Donc ça, c'est le genre de système qu'il faut avoir à terme. C'est vraiment quelque chose à mettre en place dès le début. C'est pas, si on regarde le schéma que je vous ai montré juste avant, l'ordre de grandeur pour arriver à des systèmes comme ça, c'est 10 000, 100 000, 100 000, 1 million. Donc c'est pas au moment où on veut le faire qu'il va falloir mettre ça en place. C'est vraiment avant qu'il faut le mettre en place. Ça peut être plusieurs mois, plusieurs même années de gagner. Et dans un contexte de SaaS qui est très concurrentiel, c'est un énorme avantage d'avoir l'observabilité. De 1, ça vous donne une visibilité sur tout votre système. Ça vous fait comprendre comment les utilisateurs utilisent votre SaaS, comment vous pouvez réagir par rapport à ça. Donc on va faire du prompt engineering, on peut faire plusieurs itérations. Donc déjà là, on améliore notre système. Et quand on veut faire des stratégies qui sont plus sophistiquées, qui sont plus compliquées, comme le fine-tuning supervisé ou encore après l'apprentissage par renforcement, ben là, on aura déjà les données. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. Donc il y a plein de frameworks qui permettent de faire ça. Langfuse, Langsmith, c'est assez simple. C'est un peu de Python, du TypeScript ou quoi. Mais c'est vraiment, j'insiste, un truc à mettre en place dès le début, dès qu'on a un MVP. Quelques points clés à retenir pour clore le talk. Si on fait une preuve de concept, un MVP, ou qu'on est à bas trafic, un provider, dans 80% des cas, 90% des cas, c'est suffisant.
En revanche, si on a des problèmes pour passer à l'échelle avec les providers, ou qu'on veut une solution qui est hautement customisable, là, il faut commencer à regarder les auto-hébergements. Connaissance, comportement. Ça, c'est les deux axes sur lesquels on va travailler pour modifier notre modèle. Connaissance, RAG. Comportement, on fait du prompt engineering. Si ça ne marche pas, on va vers le fine-tuning. Et les deux, ils ne sont pas exclusifs. Les deux sont très bien ensemble. D'ailleurs, ça a été pas mal montré. RAG plus fine-tuning supervisé, c'est une des techniques les plus puissantes. Ça marche énormément. La Gen AI, ça ne s'arrête pas au prompt engineering. Le prompt engineering, dans les faits, 80% du cas, c'est suffisant. En revanche, il y a 20% des cas où c'est des cas qui sont plus complexes. Donc là, il va falloir commencer à regarder des choses comme le fine-tuning supervisé ou d'autres techniques. Dans les 80% des cas où le prompt engineering, c'est suffisant, quand on va vouloir améliorer le système, ça va être compliqué de dépasser ce qu'on sait déjà faire avec le prompt engineering. Et des fois, il va falloir tourner vers des techniques comme le fine-tuning supervisé. Pour faire ces techniques, on a besoin de données. Donc la data, c'est au moins aussi importante que le modèle. Ce qui m'amène au dernier point, l'observabilité, c'est primordial, il faut mettre ça en place dès le début. Quelques ressources sur lesquelles je me suis basé ou alors qui sont intéressantes pour développer un SaaS de Gen AI. Le Prompt Engineering Guide, pour tout ce qui est Prompt Engineering. Le blog de Chip Hoyen, qui voit un peu en surface tous les systèmes de Gen AI, qui est très intéressant. Le livre Building LLMs for Production de Louis-François Bouchard et Louis Peters, qui est assez complet sur le sujet. Et un livre qui n'est pas encore sorti, moi que j'ai déjà précommandé, mais ceux qui connaissent Maxime Labonne, ils savent que ce sera un bouquin sûrement de qualité, donc LLM Engineers Handbook. Et je pense qu'on a fait le tour. Merci.